Monsieur le vice-président de l'Académie des technologies, monsieur le président de l'Académie de pharmacie, monsieur le président de l'Académie d'agriculture, monsieur le secrétaire perpétuel de cette même académie, monsieur le vice-président de l'Académie des sciences, madame le secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, chères consoeurs, chers confrères, chers collègues, mesdames et messieurs, le colloque d'aujourd'hui est d'une grande actualité puisqu'il traite de la modification des organismes par la technologie CRISPR-Cas9. La preuve que ce colloque est une grande actualité, c'est qu'il rassemble énormément de monde. On a refusé beaucoup de monde pour cette séance, puisqu'on n'avait plus les places. Alors, CRISPR, qu'est-ce que ça veut dire? C'est Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats. En français, cela donne quelque chose comme répétition palindromique courte, régulièrement intercalée, soit RPCRI. Alors c'est un peu moins facile à prononcer que CRISPR. Quant à Cas9, c'est une enzyme guidée par l'ARN qui coupe l'ADN. Cela reste encore un peu mystérieux pour les non-spécialistes, et j'en fais partie, malgré tout ce qu'on peut lire sur le sujet. Je vous recommande à ce propos les exposés très éclairants que nous avions dans cette salle il y a un an, donc à peu près, c'était le 22 mars. On avait fait venir Jennifer Doudna et Emmanuel Charpentier et elle nous avait expliqué les bases scientifiques de cette technique en mars de l'année dernière. Alors, vous pouvez voir ces exposés sur le site de l'Académie. Ce n'est pas si facile que ça, il faut aller regarder dans Diffusion des connaissances et c'est là que vous les trouvez. Ce matin, j'ai regardé celui d'Emmanuel Charpentier pour me préparer à cette séance de l'après-midi. Et donc, je vous recommande en général le site de l'Académie. Il y a beaucoup d'exposés très intéressants et vous pouvez les regarder à nouveau, prendre des notes, les faire tourner comme vous souhaitez. Alors, nous traitons aujourd'hui des aspects éthiques de l'évaluation des bénéfices potentiels et des risques. Et je laisse maintenant la parole à Pascal Cossard, qui va vous parler d'une part de l'Académie, de ses activités, et puis d'autre part qui va donner le cadre précis de cette conférence débat et présenter ensuite les trois intervenants. Merci. Bon, bonjour à tous. Je ne vais pas répéter tout ce que Sébastien vient de dire. Je suis extrêmement contente qu'on puisse avoir cette séance aujourd'hui et avec autant de monde. Donc, comme un certain nombre d'entre vous ne sont pas familiers avec l'Académie, je vais faire comme je le fais de temps en temps, c'est-à-dire redire que l'Académie des sciences est l'une des 5 académies de l'Institut de France. Et comme vous le voyez, notre académie a 2 secrétaires perpétuels, un pour la première division, Catherine Bréchignac, et je suis secrétaire perpétuelle pour la 2e division. Dans les autres académies, il y a aussi un secrétaire perpétuel et un président, comme vous le voyez, sauf pour l'Académie française. Donc, notre académie est une assemblée pluridisciplinaire composée de 258 académiciens, dont 28 femmes, 133 associés étrangers, 86 correspondants élus par leurs pairs parmi les plus éminents scientifiques français ou étrangers. En plus du président, du vice-président, ici présent, des 2 secrétaires perpétuels, le bureau de l'Académie des sciences comprend un délégué aux relations internationales, Catherine Césarski, un délégué à l'information scientifique et à la communication, Alain-Jacques Valeron, et un délégué à l'éducation et à la formation, Éric Westhoff. Il y a donc 2 divisions avec 8 sections thématiques, mathématiques, physique, sciences mécaniques et informatiques, sciences de l'univers, pour la première et pour la 2e division, chimie, biologie moléculaire, cellulaire et génomique, biologie intégrative, biologie humaine et sciences médicales, ainsi qu'une intersection, application des sciences. Nous avons aussi une quinzaine de groupes de travail, de comités thématiques de réflexion et de propositions. Il y a par exemple un comité chargé des questions d'éthique. Donc l'Académie est une institution publique indépendante et pérenne qui est placée sous la protection du président de la République. Elle est libre de ses réflexions, de ses avis et de ses rapports. Elle a été réformée en 2002 pour faire face à l'évolution des sciences et des techniques. Et les sections ont changé de nom ou ont été un tout petit peu restructurées. Et aussi, elle a été réformée pour rajeunir ses membres, c'est-à-dire que chaque fois que nous avons un train d'élection, la moitié des membres élus a moins de 55 ans. L'Académie est dotée de 5 missions fondamentales au service du progrès scientifique. La première, c'est d'encourager la vie scientifique en reconnaissant les meilleurs chercheurs, en leur attribuant des prix, des médailles, en organisant des colloques scientifiques et en publiant des comptes rendus de l'Académie des sciences.
Deuxième mission, transmettre les connaissances en organisant des séances ouvertes à tous les publics, comme par exemple aujourd'hui. Diffusion de la culture scientifique par différents outils. On vient de mentionner le site internet, il existe une lettre semestrielle, et puis différents événements, comme par exemple les Speed Science pour les lycéens, etc. Nous souhaitons aussi, une des missions est de promouvoir l'enseignement des sciences, et en particulier conseiller les décideurs et éclairer les politiques sur les réformes de l'enseignement des sciences du primaire à l'université, et conseiller aussi les politiques sur la formation initiale et continue des enseignants. Quatrième mission, favoriser les collaborations internationales à travers des actions de coopération bi- ou multilatérales, en étant membre de réseaux internationaux d'académies et en représentant la France au sein d'institutions scientifiques internationales. Dernière mission, assurer un rôle d'expertise et de conseil à la demande des pouvoirs publics ou, après autosaisine, les conclusions de l'Académie des sciences peuvent faire l'objet de rapports d'analyse, d'avis, recommandations et d'expertise. Aujourd'hui, nous allons parler de la folie CRISPR. Cette image est l'image de couverture qui a été publiée dans Science en 2013. 2013, c'était l'année qui suivait l'année où Jennifer Doudna et Emmanuel Charpentier avaient publié que la technologie CRISPR pourrait devenir un outil révolutionnaire pour éditer les génomes, c'est-à-dire pour modifier les génomes. En tant que microbiologiste, il est important de regarder qu'il est marqué que cette technique dérive de la découverte d'un système immunitaire bactérien dont je voudrais vous dire un mot. Ce qui a été découvert, pas par Doudna et Charpentier stricto sensu, c'est que lorsqu'une bactérie est en contact avec un bactériophage, c'est-à-dire un virus, le virus injecte son ADN dans la bactérie. Il se peut que, s'il y a dans cette bactérie un locus CRISPR, un petit fragment de cet ADN peut être intégré dans le génome de la bactérie. C'est ce qu'on appelle l'acquisition. Et c'est l'acquisition d'un spacer qui se trouve donc entre deux répétitions au locus CRISPR. Cette bactérie a donc gardé le souvenir du passage d'un bactériophage, d'un virus. Elle exprime, de temps en temps, tout ce locus en transcrivant cette région de l'ADN dans un long ARN qui est ensuite clivé en petits fragments. Si, par hasard, une bactérie descendante rencontre un virus qui injecte son ADN et que cet ADN a des homologies avec l'un des spacers qui est ici, il se trouve que la protéine Cas peut venir hybrider ce petit ARN et ensuite, suite à l'hybridation, il y a un clivage qui fait qu'il y a ce qu'on appelle interférence, c'est-à-dire empêchement du virus de pouvoir intégrer tout son génome dans la bactérie et faire que ce génome va se répliquer et produire des nouveaux virus. Cette bactérie a été immunisée. Donc c'est la base de la découverte de la technologie. Alors vous allez dire, on est très loin de la modification des génomes. La modification des génomes, la modification ciblée des génomes par la technologie CRISPR-Cas9 repose sur des découvertes très précises qui sont écrites ici, sur le fait que l'enzyme Cas9 est une endonucléase qui agit seule, sans autre protéine Cas, au moment de l'étape d'interférence. Donc il y a une seule molécule, une seule endonucléase qui va cliver les deux fragments de l'ADN sur une cible ADN qu'elle trouve grâce à un ARN complémentaire à cette cible, donc un ARN qui est comme celui-ci, et un ARN guide qu'on appelle le TrkRNA, qui se fixe avec haute affinité à Cas9. Alors, ce TrkRNA est la découverte majeure qu'a fait Emmanuel Charpentier quand elle travaillait sur les streptocoques. C'est-à-dire qu'en plus de tout ce système, chez les streptocoques, il y avait un petit ARN qu'on appelle ce TrkRNA. Donc, elle s'est associée avec Jennifer Doudna pour montrer qu'on pouvait éventuellement fusionner un petit fragment comme celui-ci, plus un TrkRNA, et que cet ARN qui serait chimérique, donc qui serait une seule chaîne d'ARN, s'associerait à la protéine Cas9 pour trouver sa cible et la cliver. Bon, je sais que ce n'est pas forcément très simple ce que je viens de dire,
Mais quand même, vous avez une enzyme qui s'appelle Cas9, qui est une enzyme qui clive l'ADN. Donc ça, c'est très important. Et qui peut être dirigée vers sa cible grâce à un ARN qui est donc fusionné entre un ARN séquence cible et un autre ARN qui aide la protéine Cas9 à aller vers sa cible. Donc, en cartoon, on va dire, en dessin plus simple, qu'est-ce qu'on a? On a une protéine qui peut aller cibler une région de l'ADN. Cette protéine Cas9 a donc de l'affinité pour une cible ADN s'il y a un ARN qui est couplé à un autre ARN qui est l'ARN guide. Donc c'est extrêmement simple d'envisager qu'on puisse transfecter, comme vous allez l'entendre, des cellules avec un plasmide ou un virus qui code pour la protéine et qui code en même temps pour cet ARN un peu hybride. J'ai remis les photos des personnes que je considère être majeures dans cette découverte, Jennifer Doudna, Emmanuel Charpentier, Philippe Horvath, qui avaient contribué à la démonstration du système immunitaire chez les bactéries. Donc, on sait maintenant qu'on peut modifier de façon ciblée des plantes, des animaux et des hommes. Et aujourd'hui, on aimerait vous faire participer à une discussion sur les problèmes éthiques que pose cette modification ciblée des génomes. Il se trouve que nous avons programmé cette séance il y a plusieurs semaines, plusieurs mois, et que, par hasard, cette semaine, la National Academy of Science aux États-Unis et la National Academy of Medicine ont publié un rapport de 250 pages sur les modifications ciblées du génome humain, avec 7 recommandations que vous pouvez lire dans ce rapport. Cette semaine aussi, la semaine dernière, l'Office des brevets américain a pris une décision importante en faveur du Broad Institute dans la bataille qu'il opposait à l'université de Berkeley pour le brevet concernant la technologie CRISPR-Cas9 pour modifier les génomes de plantes et d'animaux. Donc il nous semble que cette discussion que nous allons avoir aujourd'hui est extrêmement importante puisque l'Académie des sciences et d'autres académies françaises doivent quand même avoir une opinion, ou en tout cas doivent prendre position pour certains problèmes que pose la modification ciblée des génomes. Je voudrais terminer en remerciant très très sincèrement les 3 orateurs qui participent donc à cet après-midi. Donc Georges Pelletier de notre académie et de l'Académie d'agriculture qui va nous parler des problèmes éthiques chez les plantes, Jean-Paul Renard qui va nous parler des problèmes éthiques chez les animaux, Jean-Paul Renard de l'Académie d'agriculture, et Pierre Corvol, notre vice-président, qui nous parlera des problèmes éthiques pour la modification ciblée des génomes humains. Merci beaucoup.